Les enfants de la République, Frédéric Aziza. Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour et bienvenue dans Les Enfants de la République dont vous êtes l'invité Pierre Perret. Bonjour. Salut. Chanteur populaire, auteur, compositeur, interprète reconnu, vous avez à votre actif un répertoire hétérogène composé de chansons enfantines, comiques, grivoises, légères et engagées ou engagées, entre humour et tendresse. Chez vous, tout commence par les mots, Pierre Perret. Avec ce sens aigu de la langue française qui est votre marque de fabrique, vous avez vendu 40 millions d'albums. 40 millions d'albums. J'ai pas compté. Il y en a qui ont compté pour vous. Et puis 45 établissements scolaires portent votre nom. Oui, ça C'est formidable. Plus que tout. Hein, oui. c'est formidable. Oui. Hein. Votre actualité, c'est la publication de ces 4 livres CD qui retracent votre carrière et ce livre, Mémé Anna, publié aux éditions Mareuil, consacré à votre grand-mère. Oui. Mémé Anna. Et j'ai d'émotion en disant ça parce que moi aussi je pense à ma grand-mère, comme tous ceux qui nous écoutent, ils pensent tous à leur grand-mère. Hein. J'espère qu'elle n'en a pas autant bavé que la mienne. Voilà, on va en parler justement. Alors, Pierre Perret, pourquoi ce livre ? Pourquoi maintenant ? Alors, bonne question. Pourquoi maintenant ? Parce que normalement, j'aurais dû commencer par ça, c'est vrai. Elle aurait dû venir avec Le Café du Pont, qui est un bouquin qui a eu un gros succès il y a quelques années, où je raconte mon enfance au Café du Pont. Chez on va parents, parler etc. le café de Castel-Sarrazin. Mais celle-là aurait dû, Mémé Anna, qui est à l'origine de tout, aurait dû être le premier livre que j'aurais dû faire. Alors, justement, vous parlez du Café du Pont, de Mémé Anna. Quelques mots sur votre parcours, Pierre Perret, et sur vos 70 ans de carrière. Vous avez passé votre enfance au Café du Pont, le café de vos parents, au bord du canal à Castel-Sarrazin, avant de monter à Paris. Parlez-nous de ce lieu, de ce café, de ce que vous avez appris, de ce que vous avez vu au café et autour, avec cette usine. Hein ? Alors, c'était une luxuriance affirmée, parce qu'il y avait de tout. C'était la tour de Babel dans le Café du Pont. Il y avait des gens qui venaient de partout, des représentants de commerce, etc., tout ce qu'on pouvait trouver dans les cafés comme clientèle. Mais principalement, c'était la clientèle de l'usine voisine, où il y avait plus de 1000 ouvriers tout de même, qui tapaient la frappe de monnaie. Et alors, avec une anecdote, un souvenir terrible. Hein ? Il frappait quoi dans cette usine ? Il frappait une anecdote. Il frappait une pièce de monnaie en aluminium qui était de triste mémoire, frappée avec la Francisque de Pétain. Voilà, et ça a dû vous marquer, vous avez 8 ans. Ah oui, ça m'a marqué profondément parce que, vous savez, j'étais petit, très jeune, mais mon premier futur oncle qui fréquentait le café, qui s'appelait Michel, qui s'appelait André Eano, s'est retrouvé au maquis pour échapper aux Allemands. Justement, il avait entre 17 et 18 ans. Donc, et vous l'avez gardé en tête, je suis sûr. Hein ? Ah oui, écoutez, ce que j'ai gardé en tête... C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait, et qu'après, on savait ce qu'il faisait dans les maquis. Mais la musique dont je me souviens le plus à ce moment-là, c'était avant de partir à l'école, j'entendais la colonne d'Allemands qui marchait au pas, qui passait devant le café tous les matins. Il y avait une colonne d'Allemands où ils étaient une quarantaine. Ah, ça devait être terrible pour un petit enfant de 8 ans. Et croyez-moi, c'est une musique qui est jamais sortie de ma tête. Alors, vous publiez donc cette collection de livres CD en 4 volets qui retrace votre œuvre, La Révolte, La Langue Verte, Mes enfants, mes femmes, et puis ce livre, Mémé Anna, aux éditions Mareuil, un hommage bouleversant sur Anna, votre grand-mère. Est-ce qu'on peut dire que ces 4 livres CD et ce livre sont complémentaires ? Oui, complètement, parce que Mémé étant, elle, à l'origine de tout ça, elle a été à l'origine de, si on me prête une certaine authenticité, un certain goût pour la vérité. C'est elle. C'est elle, avant tout, c'est sûr. Alors on parle d'elle, vous parlez d'elle dans le livre, une femme hors du commun, hors du commun, abandonnée à la naissance, analphabète, battue, humiliée, mais jamais soumise. Jamais soumise. Jamais. C'est juste de dire que votre Mémé Anna est à l'origine de Pierre Perret que vous êtes devenu, que sans elle, vous ne seriez pas le même Pierre Perret. Même si après, il y a eu Rebecca dont on va parler.
Il n'y a aucun doute là-dessus. Ouais. Oui, mais feu Rebecca aujourd'hui, de vous parler, était de la même trempe. Ouais, mais on va en parler. Parce que Rebecca, elle est un peu à l'origine. On en parlera après de votre présence ici, dans les studios de Radio J. Vous êtes toujours, à l'enfant, vous étiez avec votre grand-mère, Pierre Perret, et vous êtes toujours un enfant ou pas, à 91 ans? J'ai toujours refusé, je l'ai déjà déclaré souvent, le statut d'adulte qui ne m'a jamais intéressé. J'ai jamais voulu être adulte. Pourquoi? Parce que les adultes ne sont pas intéressants. Vous préférez préfère les enfants ou les grands-parents? L'enfance ou les grands-parents qui savent souvent de quoi ils parlent, parce que les adultes normaux, entre guillemets, sont pas folklore pour moi. Sont pas folklore? Non. Ouais. Mais vous avez rencontré des gens folklore, des gens intéressants, des gens importants qui ont une histoire, un parcours. Ah, mais qui avaient déjà un certain recul. Un certain recul, on en parlera. Votre grand-mère, Mémé Courage, hein, elle traverse la fin du 19e siècle dans une France marquée par la misère. Oui. La violence, notamment la violence de son mari. Hein, une femme battue. Non, pas de son mari. Elle n'a jamais eu de mari. Enfin, de celui. En plus, il l'a promis de l'épouser. Il l'a jamais épousé. Enfin, de son il n'a fait que la taper, c'est tout. Hein, et l'absence totale de protection pour les femmes à ce moment-là. Ouf. Hein. Aucune. Donc, une femme libre, profondément humaine, dont vous parlez dans vos chansons. Hein. Dans 400 chansons que j'ai faites sur les femmes, au moins, il y en a au moins 300 où je parle de Mémé Anna, par petits bouts, par petits morceaux, qui sont des étincelles de tout ce qu'elle a été pour moi. Voilà. Parce que, à travers ce portrait de Mémé Anna, vous rendez quelque part hommage, Pierre Perret, à toutes les femmes invisibles qui ont tenu envers et contre tout. Voilà. Hein, tout au long des siècles. Voilà, marqué du sceau du courage. Parce qu'il en fallait beaucoup pour... Du sceau du courage, justement. Du sceau du courage, du sens du courage. Parce que Mémé Anna, votre Mémé Anna, elle a su transformer les malheurs qui ont été les siens en courage. Hein. Complètement. Et elle a su garder l'indépendance, son indépendance, en dépit de la vie dure qu'elle a dû subir. Et c'est pas le plus facile quand une femme est assujettie à ce genre de soumission qu'on veut absolument obtenir d'elle et qu'elle a toujours refusé. Et puis elle a élevé ses enfants. Et elle a quand même élevé ses 4 enfants, exactement, à travers toutes les tempêtes qu'elle a pu connaître. Et alors, Mémé Anna, analphabète, eh bien elle a su contourner cet handicap. Ah oui, parce que c'était un handicap. Ah ben c'était un handicap, elle en souffrait d'ailleurs. Et elle est restée digne. Et elle n'a jamais perdu sa dignité, c'est sûr. Donc, on vous entend depuis quelques minutes, une dizaine de minutes. Elle force admiration, Mémé Anna. Enfin, elle a forcé la mienne. La vôtre, mais quand on lit ce livre, elle force admiration. Oh oui, je le crois, parce que le peu de retours que j'ai eu des gens qui l'ont lu, qui m'ont dit qu'ils étaient quand même assez bouleversés par cette histoire, et qui, comme vous, m'ont dit pourquoi tu as mis tant de temps à l'écrire. Non, j'ai pas dit ça, j'ai dit pourquoi maintenant. Non, ben voilà. Parce que c'est l'histoire d'une vie aussi. Pourquoi maintenant, voilà. Hein, parce que c'est l'histoire d'une vie. Exactement. Et puis, elle a une question d'ailleurs. Votre grand-mère, Mémé Anna, elle a été votre grand-mère, mais est-ce qu'elle a été aussi votre refuge, cette protection dont vous aviez besoin? Non, ça n'a jamais été un refuge, parce que j'ai jamais été menacé. Ouais. Et donc, je me sentais... Mais avec elle, j'étais pleinement épanoui, parce que je comprenais tout. Elle n'avait qu'à me regarder, je comprenais tout. Et parce que, avec elle, dans le sud-ouest, hein, vous vous promeniez avec elle. Elle a veillé sur vous, elle vous a tout appris. La nature... Hein, surtout. La nature, les fleurs. Surtout. Les champignons. Oui. Les poissons aussi, les petits poissons. Oui. Des rivières. Oui. Vous avez des anecdotes en tête? Oh ben, c'est la première fois que j'ai dit, mais parce qu'elle m'a dit, pêche-moi une friture, va me chercher une friture d'ablette au canal. Le café du Pont était au bord du canal de Cassel-Sarrazin. J'ai dit, mais j'ai pas de mouche. Mais t'as qu'à en attraper. Pour elle, c'était normal. Ouais. Je dis, oui, mais des fois, c'est un peu dur. Et c'est vrai, j'en attrapais, mais c'était un peu dur. Eh bien, fais avec le pompon de ton béret. Et vous avez tout appris. Mais maman ne veut pas que je prenne des ciseaux. Eh bien, je te les couperai. Et elle me coupait les pompons du béret pour mettre au bout de mon hameçon pour attraper les ablets. Et c'est comme ça que vous avez appris à pêcher?
Oui, Un oui, péché parce au que deux sens du terme. Hein. à cette, Péché, épo- péché. non, à cette époque-là, Ouais. je devais avoir 6 ans, 7 ans, pas plus. Donc, oui, ça, c'était la source de tout ça. Ouais. Et vous racontez qu'elle vous a transmis une manière de parler et d'aimer la vie. D'aimer la vie, oui, c'est sûr. Hein. Et de parler, c'était la façon de parler sans détour, surtout. Parce qu'elle aimait des tas de choses, mais pas les circonvolutions linguistiques. Elle avait le sens des valeurs aussi. Ah oui, il y avait des choses auxquelles elle tenait beaucoup et elle n'aimait pas les faux fuyants, elle n'aimait pas les faux culs. C'est ce que j'allais dire. Voilà, exactement. Ouais. Et bon, là-dessus, ça a dû déteindre un peu sur moi parce que dans une grande partie de mes chansons, on retrouve cette chasse à l'hypocrisie qui a été la mienne tout au long de mon Et œuvre. au faux cul. Hein. Ben oui, Hein. voilà. Hein. Et oui, c'est un héritage que vous avez traîné, si on peut dire, tout au long Toute ma vie. de votre vie. Oui, Un enrichissement perpétuel avec Méméana. ça c'est sûr. Oui, Hein. oui, un enrichissement et qui n'a jamais cessé de m'étonner. J'ai jamais été blasé de rien Ouais. à cause de Mémé, parce qu'elle m'a toujours expliqué qu'il y avait toujours quelque chose à apprendre de toutes les situations. Et ça m'a marqué parce que je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Il n'y a qu'au fil du temps que j'y suis arrivé. Et vos parents, ils en disaient quoi Ben, de cette relation avec Méméana et de ce qu'elle vous apportait? Papa était très respectueux, même si parfois elle l'énervait un peu, parce qu'elle avait sa tête à elle et elle savait ce qu'elle voulait. Et il y avait des frictions avec maman aussi. Ouais. Mais moi, je m'en foutais. Moi, ce que j'écoutais, avant tout, c'était Mémé. Ouais. Elle est partie en quelle année, Méméana? Ben, c'était juste après que j'ai écrit Les colonies de vacances en 1966. Ouais. Et elle est partie en 67. Et qu'est-ce qu'elle a dit du début de votre carrière, de voir son petit-fils? À l'époque, on n'avait pas beaucoup de télévision, mais non, chanter. Mais elle ne voulait pas de télévision. Ouais, mais on avait très peu. Et il y en avait très peu. Ouais. Elle ne voulait pas mais de radio. Mais elle savait que vous aviez réussi quelque part. Elle n'a jamais complètement compris ça. Ouais. Elle avait pas d'électricité, elle refusait tout, et pas de radio. Mais malheureusement, pour les colonies de vacances, toute la France chantait ça à l'époque. On va en parler parce qu'il y a une anecdote très particulière avec les colonies de vacances. Hein. Ça montre ce qu'était la France de 1966. Mais on continue. L'amour de la cuisine, de la gastronomie, ça vient aussi de Méméana. Quelque part. La découverte des goûts, des saveurs. La gastronomie, elle ne savait pas ce que c'était. Oui, mais c'est devenu la gastronomie. C'est devenu la gastronomie, mais avec 3 fois rien, un champignon et une cuisse de lapin, elle vous faisait un plat à vous faire coller au plafond tellement c'était délicieux. Elle avait appris tout ça chez les gens, chez lesquels les fermiers, chez lesquels elle était placée. Quand elle a été toute petite, sortie de l'orphelinat, elle avait 7 ans ou 8 ans. Elle était déjà obligée de cuisiner dans les fermes où les gens étaient déjà âgés. À 50 ans, les gens étaient vieux. Et elle faisait beaucoup de tâches. Et à 60 ans, on était déjà un vieillard. À 60 ans, c'était... alors là, ils étaient pires que moi aujourd'hui. Et alors, il y a le café Dupont, avec des musiciens qui passaient dans ce café de vos parents. Ça vous a marqué? Ça vous a influencé? Ça vous a donné envie d'écrire des chansons? De chanter? D'écrire des chansons, non, ça m'est venu beaucoup plus tard. J'aurais jamais osé. J'admirais tellement des gens comme Trenet ou déjà Jacques Prévert. Et l'écriture était sacrée pour moi. J'aurais jamais eu l'audace à ce moment-là de penser à ça. Voilà. Mais c'est venu en vous, c'est resté en vous. Ça a commencé à germer. Ça a commencé à germer. Alors, dans votre livre, Méméana, vous écrivez, je vous cite, « Tellement de petits morceaux de ta vie se sont faufilés dans mes pensées et dans mes chansons. J'en ai fait des héros et souvent aussi mes héroïnes. » Alors, on peut citer quoi? Femme seule, femme battue, la femme grillagée, Lily. C'est juste de dire que tout ça, ça fait partie des messages de Méméana. Ça fait partie
du champ d'investigation. Quand j'écrivais, et tous ces personnages sont arrivés sous ma plume. C'était l'écho de Mémé Anna, ça c'est sûr. Ouais. Et alors, on comprend à la lecture de votre livre, et puis on le voit. Moi, je le vois en face de, je vous ai en face de moi, je le vois dans vos yeux, hein, ému, que vous pensez à Mémé Anna chaque jour, qu'elle vous manque. Oh, tout le temps. Hein? Exactement. Ça m'a jamais quitté. Je crois que tous les jours de ma vie, j'ai dû penser à Mémé Anna. Ouais. La dernière fois que vous avez pensé à elle, c'était il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce que vous êtes dit? Et puis l'amertume s'efface. Elle m'a toujours dit, reste ce que tu es. Ouais. Tâche de ne pas t'éloigner de ce que tu es. Reste toi-même tout le temps. Et alors, je suppose aussi que vous lui parlez dans votre tête, et donc vous lui avez parlé à travers vos chansons et à travers vos pensées, hein, à Mémé Anna. Oui, beaucoup plus. Qu'est-ce que vous lui dites? Pensées, oui. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous auriez à lui dire aujourd'hui à Mémé Anna? Je dirais à Mémé, tu n'aurais pas de quoi avoir honte de moi, parce que j'ai toujours suivi le chemin que tu m'as tracé au début, et j'espère ne pas trop m'en être écarté, parce que moi aussi, j'ai toujours eu une hygiène de vie et une assurance vie, entre guillemets, sur la bonne tenue de ce qu'on doit être sans faire le mariole, quoi. Voilà. C'est-à-dire rester digne. Rester digne et pas faux cul. Et pas faux cul. Parce que je ne l'ai jamais été. Ouais. Voilà. Hein? Et c'est ce qui a déplu, quand j'ai commencé à écrire, c'est ce qui a déplu aux gens, la franchise de ma franchise. Votre franchise et la franchise que l'on entend dans vos chansons. Et oui, que de l'on lit dans vos l'écriture. paroles. La franchise de mon écriture a beaucoup déplu à un certain moment. Oui, c'est sûr, surtout dans mes débuts. Et à quel moment, on parlait de Cassel-Sarrazin, des musiciens que vous avez vus dans le café de vos parents, vous avez compris que la musique, la composition, les chansons, l'art, cet art était fait pour vous? Non, j'ai vraiment attendu au moins 20 ans. J'avais 20 ans, 21 ans quand l'éclosion s'est faite. Avant, j'y ai pas pensé. Et le déclic, ça a été quoi? Comment vous l'avez ressenti? Comment vous l'avez senti? Le déclic, c'est une fillette à l'époque que j'ai connue, une de mes premières fiancées, qui m'a dit un jour, dis donc, moi j'aimerais bien chanter. Ouais. J'ai dit, chante. Oui, mais elle me dit, moi je voudrais chanter des chansons originales. Et je lui ai dit, trouve-les. Non, mais elle me dit, mais tu vas me les écrire. J'ai dit, mais moi j'ai jamais écrit de chansons. Mais elle m'a dit, mais ça fait rien, tu peux le faire. Ah oui. On parlait tous les jours de poètes, de surréalistes, etc. Elle savait que de Molière à... Oui, parce que vous avez Molière en vous. À Racine, j'avais quand même une certaine idée de ce qu'étaient les lettres. Ouais. Voilà. Et puis j'avais un premier prix du conservatoire de musique. Vous avez fait du saxophone, hein? Du saxophone, et j'ai eu un premier prix de solfège, etc. Ouais. Enfin bon, je connaissais quand même la musique. Elle me dit, tu connais la musique, tu connais la littérature, tu dois savoir faire des chansons. Et bon, j'essaie de vous la faire courte. C'était en quelle année, ça? C'était au début des années 60? 53, 54. Parce que vous commencez votre carrière en 57, je crois. Oui. Ouais. Et à ce moment-là, je lui ai écrit 3 ou 4 chansons. Ouais. Et comme on voyait souvent Brassens à l'époque, je le voyais pratiquement tous les jours, c'est elle qui a dit à Georges, à Pupchen, la compagne de Georges, elle lui dit, Pierre a écrit quelques chansons pour moi, mais on ne sait pas quoi en faire. Et qu'est-ce qu'il a dit, Georges Brassens? Oui, et c'est Pupchen qui a dit, Georges, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Et Georges a dit, il n'y a qu'à les envoyer chez Canetti, aux Trois Baudets, parce qu'il fait une audition tous les mois, il les écoutera, il verra ce que ça fait. Et alors? Et on y est allé, elle a passé l'audition, et elle a chanté 4 chansons, alors que tous les gens qui passaient à l'audition, ils chantaient au bout de 20 secondes, ils disaient « Bien, mademoiselle, on vous écrira !» Et alors, elle a quand même chanté 4 chansons d'affilée. Ouais. Et les vôtres?
Et c'était mes chansons. Avec votre musique aussi? Et ben oui, mais j'ai tout. tout écrit. J'ai tout écrit d'un coup. Et alors, on lui a dit, est-ce que vous pouvez nous attendre à la fin, dans le hall, mademoiselle? Elle a dit, ben, bien sûr. Et à la fin, il est venu trouver Françoise et il lui a dit, mademoiselle, c'est vous qui avez écrit ces chansons? Et elle a dit, mais non, c'est le jeune homme qui est là, mais il se cache parce qu'il est tellement timide. Et c'est vrai que j'étais au fond de la salle tout seul. Et elle est venue me chercher, elle m'a dit, il veut te parler. Ah oui, ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. Et à côté de Canetti, qui était là, il y a un type qui faisait partie du jury devant. Ils étaient 4 ou 5, un petit jury. Il me dit, c'est toi, petit, qui a écrit ces chansons? J'ai dit, oui, monsieur. Parce que vous aviez une vingtaine d'années, vous y êtes toujours. Alors, il m'a dit, j'étais rien du tout, moi. J'étais un trou du cul. Et il me dit, c'est toi qui as écrit J'ai dit, oui, monsieur. Il me dit, écoute, j'ai jamais dit ça de ma vie, mais toi, il faut que tu continues. Ah oui. J'ai dit, merci, monsieur. Bon, il dit, écoute, arrête de m'appeler monsieur. Moi, c'est Vian, Boris pour les dames. C'est pas vrai. Voilà. Boris Vian. Ah oui. Voilà. Et j'ai continué à partir de là, sans savoir. Et puis, elle, en tant qu'interprète, elle n'a pas eu de succès. Elle a eu une carrière, non? Non. Après, elle a été auteure de chansons elle-même. Ouais. Elle a collaboré sur certaines chansons avec Barbara. Françoise. Avec Dumont. Ouais. Françoise Lowe, elle s'appelait. Mais elle est quelque part à l'origine de votre carrière. Non, elle, du tout. Non, puisqu'elle a parlé de vous, puisqu'elle a chanté... le truchement des chansons qu'elle a chantées pour moi, Canetti ou au moins Boris Vian savaient que j'existais, et Brassens aussi, a fortiori. Alors, et l'argot dans tout ça, c'est essentiel aussi? La luxuriance de la langue m'est tombée dessus au café, parce que les conversations Café du Pont, au Café du Pont étaient... Castel-Sarrazin. Je vous dis, c'était vraiment très luxuriant. Il y avait des tas de gens qui venaient pour cette fameuse frappe de monnaie pour apprendre, des gens qui sont venus des 4 coins de France. De Marseille, de Nice, de Lille, de Bretagne, pour apprendre de Lyon. un métier. Mais pour apprendre cette frappe de monnaie qu'on faisait nulle part ailleurs que dans cette usine-là. Et d'ailleurs, vous dites... Et chacun amenait sa culture. Et d'ailleurs, justement, vous dites qu'ils sont venus de tous les coins de France. Exactement. Le terroir, c'est important pour vous? Parce que vous êtes c'est important ou pas? Non, pas à ce point-là. Ce qui m'intéresse, c'est les racines linguistiques, les racines humaines. C'est ça qui m'intéresse. L'argot, mais la vulgarité, non. La vulgarité... Parce que beaucoup disent l'argot, c'est vulgaire, mais pas du tout. Mais parce que c'est ceux qui ne savent pas du tout. C'est pas... Toutes les langues sont respectables. Bien sûr. Toutes. Alors, on va parler de quelques-unes de vos chansons. La cage aux oiseaux. Née en 1971. Comment elle est née, cette chanson? Parce que c'est quelque part la liberté. Oui, alors j'essaie de vous la faire courte aussi. Dans la voiture qui m'amenait dans le Midi pour faire un concert, j'ai entendu une histoire racontée à la radio d'un prisonnier de Sing Sing en Amérique qui venait de sortir après 20 ans de prison. Et en sortant, le premier truc qu'il a trouvé, c'était une oisellerie dans la rue qu'il a empruntée. Et il est rentré là-dedans, il a ouvert toutes les cages d'oiseaux. La liberté. La liberté. Comme lui, il venait d'être libre. Et il est reparti en prison. Oui. Le Zizi, 75, qui a traversé toute votre carrière, votre plus gros succès. Comment elle est apparue en vous, cette chanson, le Zizi? C'est parce que c'est l'interdit. Voilà. C'est lutter contre l'interdit. Parce que je ne comprenais pas pourquoi on ne voulait pas parler du zizi. Nulle part, ni à l'école, ni... C'est quoi? C'est sale, c'est quoi? On ne peut pas en parler, on peut parler d'une oreille, d'un doigt, de la manière dont vous en avez parlé dans cette chanson. Voilà. Qui reste dans la tête des jeunes de l'époque dont je suis. Ça les a fait barrer quand même déjà. Et ils croyaient que ça allait être banni de partout et surtout interdit partout. Et pas du tout. Les jeunes se sont emparés de ça. Et les parents, je ne sais pas.
Et les parents, bon, ils n'ont pas eu droit à la parole parce que les enfants, quand ça les fait marrer, c'est plus fort que tout. Tonton Cristobal, 67. Je l'ai connu. J'ai connu un personnage qui ressemblait au portrait que j'en fais dans ma chanson. Et c'est lui qui m'a fortement influencé de par son comportement, etc. Et le portrait, je l'ai fait à partir de lui. Mais il n'était pas du tout ce que je raconte dans la chanson. Ouais, parce que ça, c'est de la pure invention. La pure invention de la poésie. Voilà, exactement. Le signe de l'artiste. Oui. Du poète. L'imagerie que j'ai créée à ce moment-là et qu'on a commencé à qualifier de poétique, justement, n'a pas plu à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde et à son père. Donc, j'ai commencé à me faire à cette idée à ce moment-là. Je me suis dit, mon pauvre vieux, tu ne pourras jamais plaire à tout le monde. Oui, mais vous plaisez. 40 millions d'albums vendus. Écoutez, si quelqu'un doit se plaindre, c'est pas moi. C'est pas vous. Alors, il y a cette chanson Lily que j'ai encore en tête. 77, qui raconte l'histoire d'une jeune femme noire confrontée au racisme, pour laquelle, cette chanson, vous avez obtenu le prix de la LICRA en 78. Alors Lily, une chanson, un cri de douleur, un cri d'amour ou un acte de résistance? Les trois, mon capitaine. Ouais, magnifique cette chanson. Enfin, tout comme toutes vos chansons. Les trois. Ouais. Mais sur ce thème-là, vous parliez de la LICRA tout à l'heure, ils ont éprouvé le besoin de me redonner, de réattribuer encore le prix de la LICRA pour La Bête est revenue. 10 ans après. Ouais. Et donc, pour vous, c'est important d'avoir Je me ce suis prix. toujours battu toute ma vie contre les ségrégations, contre ça. Je ne peux pas supporter qu'on interdise quoi que ce soit qui parle de liberté. Et alors, vous avez eu conscience que cette chanson est devenue quelque part le symbole de la lutte antiraciste. Oui. Oui. On me l'a assez souligné et on m'en a assez remercié. Je trouve ça formidable qu'elle se retrouve dans tous les livres d'école. Oui, parce qu'on étudie vos chansons à l'école. Bien sûr, il y a longtemps, oui. Bien 45 sûr. écoles qui portent votre nom et on étudie vos chansons comme des poésies à l'école. Oui, exactement. C'est ça c'est magnifique. Ils apprennent les textes même de La Cage aux oiseaux, de Mon petit loup, de Blanche, de Lily, et même parfois de La Bête est revenue quand il y a des enseignants courageux. On va en parler. Et les jolies colonies de vacances. Je suis sûr que les gens, c'est dans la tête des gens. Ah oui. Mais les jolies colonies de vacances, il s'est passé quelque chose en 66 avec Yvonne de Gaulle. Oui. Racontez-nous ça. Elle, ça lui plaisait la première pas dame de France. Quand elle a la femme du général. Parler de pipi dans le lavabo, elle est partie les quatre fers en l'air. Elle a dit, c'est pas possible, quelle vulgarité, enfin. Et moi, ce qui m'amuse là-dedans, c'est que lui, le grand Charles, ça lui déplaisait pas. Il paraît que ça le faisait marrer. Non, il y a quelqu'un qui me l'a répété, qui était très proche de lui à l'époque, et qui m'a dit, mais lui, et au contraire, ça le faisait marrer. Alors, on est 60 ans après, 66, 2026. Est-ce que vous êtes nostalgique de cette France de Gaulle ou est-ce que vous vous sentez plus à l'aise dans celle de 2026, 60 ans après? Là, il y avait de la censure, quand même. Vous savez, je n'étais pas particulièrement à l'aise à cette époque-là, mais j'avais certains bonheurs. Mais aujourd'hui, entre ce qui se passe à l'extrême droite et à l'extrême gauche, ces deux extrêmes me paraissent nauséabonds parce que tous les extrémismes sont nauséabonds à mes yeux. Et je ne me satisfais d'aucun et je me méfie de chaque extrémité. Vous allez voir qu'on va en reparler, mais j'ai oublié de citer une chanson, ça fait partie de ce qui est la conséquence des extrêmes, La femme grillagée, 2010, sur le port de la burqa. Comment vous avez fait pour affronter tous ceux qui n'ont pas accepté vos paroles, ces paroles sur le martyre des femmes grillagées? Comment j'ai fait je suis tombé dans le sillon de Mémé qui m'a appris à pas avoir peur et qui m'a dit « aie le courage de ce que tu es ». Voilà. Et j'ai eu ce courage et là aussi on retrouve Mémé parce que
c'est pas facile de faire ça. Quand j'ai sorti cette chanson, il y a Hortefeux à l'époque qui était ministre de Nicolas Sarkozy. Oui, qui m'a dit écoute, je voudrais te voir parce que ça peut être très dangereux pour toi. Ah oui. Et il m'a montré une photo qu'il avait reçue sur les réseaux d'un barbu qui tenait mon disque comme ça avec la femme grillagée et qui faisait comme ça avec sa main sur le cou. Le signe de l'égorgement. Le signe de l'égorgement. Et alors ? Eh bien alors, j'étais pas très rassuré, mais j'ai pas fait le mariole. Et je suis sûr que Rebecca non plus n'était pas rassurée. Ah non, elle avait la trouille. Elle m'a dit, elle a dit à Hortefeux, qu'est-ce qu'on fait ? Et alors ? Hortefeux, elle m'a dit, est-ce que tu chantes en ce moment ? J'ai dit, oui, putain, demain, je chante à Saint-Denis, au théâtre de Saint-Denis. Je chantais le lendemain. Eh bien, il m'a dit, alors, écoute, je te mets des gardes du corps. Il m'a foutu 2 gardes du corps pour m'accueillir le lendemain parce qu'il avait tellement la trouille qu'il m'arrive quelque chose. Et je suis rentré au théâtre et j'ai fait, excusez-moi de mon immodestie, un triomphe avec ma chanson, avec mon récital. Mais j'ai chanté cette chanson-là pour la première fois et j'ai fait un tabac terrible. Parce que vous l'aviez dans le cœur. Et c'était aussi dans le cœur des gens. Et les gens étaient peut-être pas en complet désaccord avec moi. Voilà, on reparlera de ça. Vous avez aussi rendu hommage en 2015 à vos amis de Charlie Hebdo. Oui, c'était tous des copains, et même s'ils ne l'avaient pas été, je veux dire, c'est tellement cruel, injuste et barbare ce qui leur est arrivé que, bon, ça je peux pas. Je peux pas. C'est plus fort que moi. Il faut que je me batte contre ce genre de choses. Je peux pas supporter ça, voilà. Alors, ça veut dire que il y a le pouvoir d'une chanson. Est-ce qu'il y a un pouvoir par la musique, par les paroles d'une chanson, par l'interprète de ces chansons ? Je crois que c'est une conjugaison du tout. C'est très possible que déjà, il faut passer ça avec des accents de sincérité. Et quand la sincérité est là, ça peut que convaincre, que faire mouche. Sinon, on n'y croit pas. Et moi, j'ai été sincère quand j'ai écrit ça. Et comme tout ce que j'ai écrit, d'ailleurs, on aime ou on n'aime pas, mais moi, j'ai toujours dit ce que j'avais envie de dire. Et pour ça, j'ai été encore une fois dans les clous, là. Et alors, vous êtes toujours de gauche, Pierre Perret ? J'ai toujours eu le cœur à gauche, mais je n'ai appartenu à aucun parti. J'ai toujours été près des gens, près des pauvres gens. Au Café du Pont, j'ai connu que des pauvres gens là-bas. Je ne veux pas faire la porteuse de pain, là, mais j'ai toujours été plus près des gens humbles et souvent misérables. Méméana. Voilà, exactement. C'est l'héritage de Méméana. Comme Méméana, et c'était cet héritage-là. Et alors, pourquoi je vous dis ça ? Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que l'évolution de la gauche et la place prépondérante prise par France Insoumise, elle inspire quoi ? Vous en avez parlé à l'instant, à celui qui a été l'ami de Michel Rocard et de Lionel Jospin, qui a disparu il y a pas très longtemps. Je vous assure que Rocard n'aurait pas été copain avec cette extrême gauche d'aujourd'hui, là. Vous voyez très bien de qui je veux parler. Rocard, c'était pas ça. Non. Jospin, c'était pas ça. Non, il l'a dit. Jospin. Et voilà, voilà. Moi, j'ai été plutôt les copains de cette mouvance-là, mais là où ça en est aujourd'hui, là, ça me fait pitié. Alors, pourquoi je voulais parler de votre engagement à gauche, parce que depuis le début de cette émission, je vois en face de moi le sourire éternel de Pierre Perret, votre sourire éternel. Et pourtant, vous avez perdu Rebecca il y a 3 mois. Elle vous a accompagné près de 70 ans à vos côtés. Elle vous manque, je suppose, aujourd'hui. Écoutez, j'en parlerai pas. Je peux pas en parler. Je suis désolé. Non, mais je comprends. C'est trop... Mais alors, parce qu'il y a eu Méméana, il y a eu Rebecca, et je dois dire à nos auditeurs que j'avais échangé avec elle en septembre, le 27 septembre, lui proposant que vous veniez dans cette émission. Je peux le dire ? Oui, bien sûr. Si vous l'acceptez, je me permets de lire le message qu'elle m'avait envoyé. Vous voulez ou pas ? Il viendra avec plaisir, c'est Rebecca qui parle. Un peu plus tard, il termine une chanson contre l'antisémitisme. Avez-vous vu ce qu'il a écrit il y a 2 ans concernant Rima Hassan ? Elle écrit Rima Hassan avec 2 S majuscules.
Et elle concluait « L'islamo-gauchisme de Mélenchon, vrai danger ». C'est Rebecca qui écrivait ça. Je ne savais pas qu'elle vous avait envoyé ça. Ouais, 27 septembre. Mais c'est exactement ce qu'elle pensait. C'est vrai. Hein, et c'est un message qui a encore tout son sens aujourd'hui. Eh ben oui. Hein, je suis désolé de... Ouais, non, mais bon. Hein, parce que c'était un message fort, je voulais vous le... Eh ben oui, c'est un message fort. Mais c'est ce qu'elle pensait, qu'elle disait, et elle savait que j'allais faire votre émission parce que moi aussi, je vous écoute et je suis totalement dans les clous avec vous. Sinon, je ne serais pas là. Alors, je explique aussi à nos éditeurs pourquoi Rebecca faisait allusion au poème que vous avez écrit en juin 2024, critiquant Rima Hassan. Je peux en parler ? Vous parlez de ce que vous voulez, c'est votre émission. C'était pendant la campagne européenne, un poème que vous avez écrit, que vous avez publié, qui dénonçait les folles élucubrations de la députée européenne LFI, qui venait de déclarer qu'Israël était pire que la Russie. C'est ce qui vous a conduit à écrire ce poème. J'en cite quelques lignes. « Mes fidèles loulous, attention, oyez en grande précaution les folles élucubrations d'une passionnariat en carton. Sais-tu pourquoi Rima Hassan, en tes veines dépourvues de sang, circule un jus nauséabond? C'est parce qu'il n'est que du poison, le chant des partisans. Lily, tous ces poèmes ont fait le lit de ceux qui combattent la haine, qui met ce sang noir en tes veines. Tu crois faire de la résistance, tu ne résistes qu'à l'intelligence, celle du cœur dont tu ignores le lien, et ton combat ne rime à rien. 2 ans après, vous rediriez la même chose? Je ne pense pas différemment. Ouais. Parce que vous avez beaucoup payé pour ce que vous avez écrit. Je préfère pas en parler. Ouais. Et c'est ce qui a provoqué en vous un divorce avec cette partie de la gauche. Avec cette partie-là, oui, ça c'est sûr. Oui, je suis ni partant dans les extrêmes d'un côté que aussi bien que dans l'autre. C'est tout ce que je déteste, voilà. Parce qu'au début de votre carrière, il y a 60 ans, 70 ans, vous ne vous imaginiez pas cette évolution de la société. Oh, c'est pas une évolution. Ouais. À mon avis, c'est une dévaluation. Ouais. Parce que quand on a vu, comme vous le racontiez tout à l'heure, les soldats allemands défiler. Ouh là, oui, quand on a ça encore dans la tête, on ne peut pas être ni d'extrême droite ni d'extrême gauche parce que ça revient à des totalitarismes qui font penser, qui sont de cette couleur-là. Voilà, et c'est pas ma couleur. Ouais, c'est pas votre couleur. Et ça vous a marqué ce qui s'est passé, cet antisémitisme dont m'a parlé Rebecca dans ce message? Ah, je peux pas supporter. Et c'est vrai que vous êtes menacé dans le prochain album d'avoir une chanson totalement là-dessus. Ouais. Et je ne vais pas encore me faire que des amis. Et on va dire une chose, on est à Radio J, mais je veux dire quelque chose, et vous partagez cette chose, ce que je vais dire, vous allez voir. On est à Radio J, mais il n'y a pas que l'antisémitisme. On combat tous les racismes de la même manière. Tous les racismes. Tous les racismes de la même manière. Quand j'ai écrit Lily, il n'y avait pas d'antisémitisme là-dedans. Mais je combats tous les racismes et toutes les ségrégations qui sont pour moi de la merde. Voilà. Alors, 70 ans de carrière, quel regard vous portez sur l'évolution de la chanson française? Quelque part, est-ce qu'il y a des enfants de Pierre Perret ou pas? J'ai peur de me sentir un peu orphelin. J'ai peur de me sentir un peu orphelin là-dessus. Ouais. S'il n'y a pas des jeunes gens, mais qui sont plus de cette génération aujourd'hui, qui sont de la génération d'il y a 10 ans ou 15 ans, comme les Ogres de Barbac, par exemple, ou le petit Gauvin Serre, ou des jeunes gens de bonne volonté qui ont des idées et qui essaient de les coucher sur le papier et de progresser. Mais je trouve qu'on ne prend pas beaucoup les problèmes d'aujourd'hui à bras-le-corps dans les chansons. Et je le regrette. Je regrette que cette peinture-là, d'aujourd'hui, qu'on fait dans des romans, dans des déclarations, etc., on ne se retrouve pas sur des chansons. Pour faire une chanson, c'est difficile. Parce qu'il faut de la culture, peut-être, pour ça aussi. Alors, c'est et que des sentiments. Ce que je déplore un peu, c'est le maniement des mots aujourd'hui qui me paraît relativement indigent, parce que le vocabulaire est vraiment très, très limité aujourd'hui au niveau des chansons, des raps et de tout ce que vous voudrez. Moi, je suis... Toutes les formes de culture me conviennent.
C'est pas ça. Ouais. Mais la richesse du contenu. Et des mots. Et le contenu, c'est les mots. C'est les mots. Et plus importante que tout, à mon avis, parce que si en plus elle n'est pas en symbiose avec une musique intéressante, eh ben c'est pas une chanson. Et alors, quand vous faites le bilan de votre parcours, de votre carrière... Je ne fais jamais le bilan. Mais vous avez en tête le Je début ne regarde jamais dans le rétro, toujours devant. Ouais. Oui, mais parce que c'est rare, c'est même unique de pouvoir avoir fait 70 ans de carrière. Il n'y en a pas beaucoup comme vous. Il n'y en a pas des cantos. Vous êtes 3 ou 4, pas plus. Je ne sais pas. Vous savez, il n'y en a pas beaucoup. Il y a eu Aznavour, il y a Enrico Macias, il y a vous. Oui, mais... il n'y en a pas beaucoup. Non, tous ces... où le parallèle me paraît un peu déplacé, c'est que moi, je suis le seul à avoir écrit complètement mes chansons. Vous avez écrit vos chansons aussi. Tous les gens que vous citez, là, ont écrit avec des auteurs, ont écrit avec des compositeurs, ont été souvent... les chansons ont été forgées par des tas de gens. Moi, je n'ai pas une seule chanson qui n'ait été faite par moi. Donc, je suis le principal responsable de mes conneries. Voilà. De vos conneries, de votre génie. Et c'est pour ça que vous durez depuis 70 ans. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous quand vous partirez? On dirait qu'il nous a bien fait marrer. En tout cas, c'est un merveilleux moment qu'on a passé avec vous. On arrive à la fin de cette émission. Alors, avant de conclure, Pierre Perret, je rappelle que vous venez de publier 4 livres CD qui regroupent chacun 20 de vos chansons. Et il y a aussi ce livre, Mémé Anna, publié chez Mareuil. Merci en tout cas, Pierre Perret, de nous avoir permis justement de vous entendre, d'avoir passé ce moment avec vous. Bon dimanche sur Radio J, à la semaine prochaine. Et on se quitte sur la chanson Ma femme. Merci de m'avoir reçu. Merci. À bientôt. À bientôt. Comme un quartier d'orange. Ma femme au sein secret, aux lèvres de vendange, au ventre palpitant de cailles ensanglantées. Et je suis là, moi je suis